Les actrices Fanny Ardant et Florence Moirecaille, le producteur Patrick Soberman et la réalisatrice Karine Tardieu. Voilà. Je crois qu'ils ont aimé. Bon, merci à tous les 5 d'être là, parce que je n'oublie pas Julie Rhône, qu'on peut applaudir, et qui du coup représente à la fois la production et la distribution ce soir. Et qui est l'autre en plus. Alors, donc Agnès de Sassy n'étant pas là pour une bonne raison très à la mode, nous allons donc faire introduire le débat par Patrick Sobelman, parce que c'est le seul mec ici. Cela dit, juste pour dire Agnès, vous en, enfin, vraiment est tout cœur avec nous parce qu'elle se réjouissait de venir en Montreuil comme pas mal de gens. Ah ouais. Donc je transmets. On la fera revenir. Et du coup, Patrick, tu voulais toi raconter un tout petit peu quand même la transition du projet initial, 2015, entre Agnès et Solveig Hansbach. Eh bien, si tu m'avais posé la question de savoir quelle était la jeunesse du film, je te répondrais, je vous répondrais que... Il marche pas. C'est parce que tu le couvres. Ouais, vas-y. Si, il marche, mais il faut parler fort. Oh. En fait, vous connaissez sans doute tous Solveig Hansbach, dont j'ai produit tous les films sauf Lulu Femme Nue, et on avait démarré l'écriture d'un film qui à l'époque s'appelait Just the Two of Us, qui racontait une histoire qui était arrivée à sa mère, que sa mère lui avait racontée, qu'à l'âge de 79 ans, sa mère était une grande architecte islandaise, et à l'âge de 79 ans, elle était tombée amoureuse d'un homme marié, beaucoup plus jeune qu'elle, qui devait avoir 45 ans, marié avec enfant, et elle lui raconte cette histoire en disant qu'elle est tombée follement amoureuse de cet homme-là, et a eu une liaison formidable, et s'inquiétait de savoir comment sa fille, Solveig, le prendrait et vivrait ça, et en fait, Solveig était absolument très heureuse et bouleversée d'apprendre cette histoire pour sa mère, et donc on s'était dit qu'il y avait certainement un film à écrire avec ça, voilà. Et donc Solveig avec Agnès de Sassy ont commencé à écrire le scénario, et puis vous savez que Solveig a eu une récidivité de son cancer, et elle a réussi à tourner quand même L'Effet aquatique, qui est son dernier film. Elle a écrit une première version de ce scénario, et puis malheureusement la maladie l'a emporté, et elle nous a demandé, indépendamment à Agnès de Sassy d'un côté et à moi de l'autre, vraiment juste avant de mourir, que le film puisse se faire, et qu'elle avait une seule demande, une seule exigence, c'était que ce soit une femme qui le réalise. Voilà. Et donc le temps de terminer L'Effet aquatique, de le sortir, de réfléchir, de se remettre un peu en position dynamique, de dire maintenant on va tenir cette promesse, et on est par bonheur rencontré Karine, qu'on connaissait déjà tous les deux. Tu connaissais Solveig, nous on se connaissait aussi sans avoir jamais travaillé ensemble, mais un lien existait entre Karine et Solveig, elle en parlera mieux que moi, et donc le même film, enfin la même histoire, mais pas le même film, redémarre. Donc il y a eu un redémarrage, et Karine a fait donc voilà, le film que vous avez vu ce soir, qui est évidemment complètement inspiré de l'histoire originale de Solveig, et qui en même temps est un film de Karine Tardieu, un vrai film de Karine Tardieu. Ça s'appelle une transition, Karine. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, dans quelles conditions tu as reçu ce scénario, et qu'est-ce qui t'a accroché dans ce scénario, et vers quoi tu l'as emmené par rapport à ses bases d'origine, puisque Agnès aussi le dit, hein, le scénario n'était pas du tout achevé. Quand tu l'as lu pour la première fois, il fallait vraiment entièrement le retravailler. Ça s'appelle une transmission, plutôt. C'est ça. Une transition. Oui, quand la première fois, moi j'avais un projet d'écriture avec Agnès de Sassy, donc on en parlait, elle me racontait un peu, évidemment Solveig m'avait parlé de ce projet aussi, Patrick que je croisais de temps en temps, enfin, donc, et puis quand Agnès à un moment m'a dit, est-ce que tu veux pas lire le projet de Solveig quand même? J'ai dit, écoute, je veux bien lire par curiosité, mais j'irai pas. C'est trop lourd à porter. Je reprends le projet de quelqu'un comme ça, que j'aime beaucoup. On s'était rencontrés 2 ans plus tôt à Rome. On avait passé quelques jours, 2-3 ans plus tôt, dans un festival ensemble. Enfin, on se revoyait régulièrement. Mais bon, voilà, bref. Donc j'ai lu
le scénario inachevé, si je puis dire, enfin, qui avait un début, un milieu, une fin, mais qui était quand même inachevé parce que c'était qu'une première version de travail. Et j'étais assez bouleversée, mais pas forcément par le scénario en tant que tel, mais aussi parce qu'il y avait quelque chose d'assez crépusculaire dans l'histoire qu'elles avaient racontée, sans doute, c'est mon interprétation, et parce que j'ai eu la sensation que Solveig racontait quelque chose de sa propre fin, au fond. Et donc c'était je trouvais que le scénario était très triste, trop pour moi. Et j'étais pas du tout moi j'étais plutôt dans un élan de vie, pour d'autres raisons. Et du coup, j'ai commencé par... Je suis allée voir Patrick et Agnès en disant, écoutez, je vais vous dire non, c'est trop sombre pour moi. Et je leur ai dit, moi, si je devais faire le film, je l'emmènerais vers plus de lumière et tout ça. Puis à force d'en parler, voilà, j'ai mis la main dans l'engrenage, quoi. Et puis donc il y a eu deux... Alors, donc, il y a eu deux... J'ai dit à Agnès de Sassy, je dis, si on travaille ensemble, il faut que tu acceptes qu'on casse tout et qu'on retravaille complètement, comme on adapte un roman, en prenant ce qu'il y a à apprendre et puis en mettant de côté ce que... et puis, il fallait aussi que je rencontre Clara, la fille de Solveig, et que j'avais croisée un peu, mais pour lui dire, ce ne sera pas le film de ta mère, ce sera le mien. Et si tu ne me donnes pas ton blanc-seing, je ne peux pas y aller, quoi. Et donc, on s'est vus toutes les trois, c'était hyper émouvant, tout a été hyper émouvant sur ce film, jusqu'à aujourd'hui encore. Le présenter là, aujourd'hui, dans la ville de Solveig. Enfin, et Clara a dit oui, d'accord. Et voilà. Et du coup, on a pu partir, on s'est mis au travail. Et... Il y en a une autre qui a un peu commencé par dire non, c'est Fanny Ardant, je crois. Ah, c'est ce que j'ai vu. En fait, non. Non, c'est pas un non, mais c'était quand même un peu. Je suis pas sûr de pouvoir jouer ça, mais il y avait des petits doutes. De vous sortez. Ah, du dossier de presse. Un entretien avec une certaine Fanny Ardant. Mais qui peut changer d'avis d'un jour sur l'autre. C'est pas exactement ça. C'est que quand j'ai vu le scénario que m'a proposé Karine Tardieu, j'ai tout de suite beaucoup aimé l'histoire. J'avais très envie de savoir comment ça se finirait. Mais que je me disais, je ne crois pas que je pourrais tourner des scènes d'amour. Je ne voudrais pas me mettre toute nue. Donc, c'est moins direct dans le dossier de presse, mais oui, ça arrive à ça. Oui, c'était ça. Ouais. Donc, j'ai rencontré Karine. On s'est donné rendez-vous dans un café. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup cette histoire, mais qu'hélas, je ne pourrais pas la tourner. Et Karine, elle a été rapide et intelligente, et elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué pourquoi. Et elle a dit, mais on aura un terrain d'entente. Vous vous présenterez avec votre âge comme vous êtes, et moi, je vous protégerai pour les choses trop impudiques. Alors, je fais une toute petite digression du coup, parce que le film est très beau là-dessus, vraiment. Vraiment très beau. Il est extrêmement fin en termes de dispositif de mise en scène pour que le spectateur ne soit pas frustré de cette question-là, mais au contraire soit dans un érotisme, pardon, je vous dis ça les yeux dans les yeux, c'est un peu trop long, mais quand même, le film, sans rien dévoiler du corps, a quand même une puissance érotique, et ça c'est extrêmement fort. Et parmi les moyens subtils de la mise en scène, il y a quand même le fait que on se dit, ah oui, mais en fait on a vu quand même de la chair, du corps, etc. Et en fait, sauf que c'est rare, c'est pas le vôtre, souvent. Mais par exemple, je pense à la scène de piscine où on voit défiler des corps dénudés, où on voit apparaître du coup la nudité, y compris vieillissante, qu'on ne voit pas sur le couple principal. Voilà, il y a des espèces de subterfuges pour faire en sorte d'intégrer des éléments qui deviennent des éléments mentaux qui alimentent la problématique. Est-ce que je peux montrer quel est le rapport à la sexualité, au désir ? Et ça fait partie des très jolies trouvailles de la mise en scène. C'est ça qui est génial quand on met en scène un film, c'est que rien n'est jamais... c'est pas tout d'un coup on a fini un scénario et on brille par ses idées formidables. On rencontre des gens, alors que ce soit des acteurs ou des techniciens, et puis les rencontres font qu'ils vous poussent dans leur retranchement, ils vous posent des questions, et puis du coup on avance avec eux, tous, à même niveau. Et quand Fanny m'a dit, je ne veux pas me mettre à poil, en gros, moi je lui ai dit, je veux vous filmer comme vous êtes, avec l'âge que vous avez, je ne veux pas faire semblant. Voilà, vous avez 70 ans, je vous filme comme une femme de 70 ans. Elle m'a dit, ok, moi je ne me mets pas toute nue. J'ai dit, ok, je réfléchis. Et à ce moment-là, du coup, en réfléchissant, j'ai eu cette idée. Des femmes
à poil dans le vestiaire à sa place, d'une certaine manière, que je préfère 1000 fois. Et qui m'arrangeait bien, parce que en fait, je suis plus pudique, sans doute même que Solveig n'était. Peut-être parce qu'elle était islandaise et qu'on se fout plus facilement à poil dans les saunas en Islande, j'en sais rien. Et elle a fait Lulu Fabuleux pour le coup, donc elle n'aurait pas pu tourner avec ça. Et voilà, donc c'est tout un cheminement qui pour moi, à chaque fois, m'emmène au meilleur pour le film, je crois. Voilà. D'ailleurs, cette scène-là de piscine, je fais une autre digression, mais pour moi, elle serait le sous-titre d'une critique que j'aurais envie d'écrire sur le film, qui s'appellerait Le sein et la main. Parce qu'il y a vraiment un truc qui dirige le film sur ces deux parties du corps-là. Le sein comme fragment érotique du corps, et aussi évidemment comme source potentielle de la maladie, puisque la question du cancer du sein et le personnage de Martha. Je glisse une question. Moi, l'actrice qui joue Martha, elle me fait un peu penser quand même à ma voisine, à Fanny Ardant. Je trouve qu'il y a un tout petit jeu d'écho, mais peut-être que c'est purement fantasmatique et que personne d'autre n'a jamais dit ça. Voilà. Et puis la main, c'est évidemment très important, parce que c'est à la fois le toucher, mais c'est aussi la main qui tremble, qui n'arrive pas à sortir de la baignoire. J'ai l'impression que le film est beaucoup articulé autour de ces deux fragments du corps, consciemment ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est de la main, c'est vrai que j'appelais main. Voilà. C'était dans mon précédent film pareil, et j'aime tout ce qui s'y lit et tout ce qu'on peut raconter avec. Enfin, je trouve qu'il peut y avoir autant d'érotisme dans une main que dans un corps entier, que ça peut. Enfin, je parle avec mes mains. Je sais pas faire autrement. Enfin voilà, j'ai un attrait pour les mains. Bon. Et pour les seins, peut-être. Voilà. Et Florence, là pour le coup, Karine raconte un truc bizarre quand même. C'est qu'elle avait pensé à te faire jouer le rôle de Solveig, sans se souvenir que tu avais joué dans les deux films montreuillois. Enfin, non, c'est pas que je m'en souvenais pas, c'est qu'au moment où j'ai pensé à Florence, je me suis pas dit, je vais chercher Florence parce qu'elle a tourné avec Solveig. Mais tout d'un coup, je me suis dit, Florence Foracaille, c'est formidable. Mais en fait, c'est dingue, ce serait génial, parce qu'elle a tourné avec Solveig. Mais ça s'est passé dans ce sens-là, dans ma tête. Du coup, toi, quelle était ta particularité de positionnement? Parce que pour le coup, tu l'as très bien connu, Solveig, et jouer quelqu'un qu'on a très bien connu, c'est quand même faut assumer, en fait, de pouvoir faire ça. Ça inspirait des craintes particulières, au contraire, un désir, un investissement encore plus fort, parce que tu savais que ce scénario était important pour elle? Il y a beaucoup de questions, là. Non, deux. Première réflexion. Déjà, je suis très, très contente d'être ici ce soir parce que la dernière fois que je suis venue, c'était pour un film de Solveig. Donc voilà. Pour la suite de la question. Alors, quand Karine m'a proposé, j'étais très touchée parce qu'elle m'a dit qu'elle avait envie que quelqu'un de la troupe de Solveig participe à ce film. Donc je ne pouvais pas ne pas refuser parce que forcément, quand les liens sont là, on ne peut pas passer à côté. Ensuite, je me dis peut-être, si ça avait été autrement, peut-être que Solveig ne m'aurait pas proposé de jouer dans son film. Donc, tout est possible avec Daisy. L'essentiel, c'est que là, à ce moment-là, quand Karine m'a appelée, j'ai dit bien sûr, jouer dans un scénario de Solveig réadapté par Karine et Agnès de Sassy, bien sûr. La question c'était. C'est ça. Et après, la question n'était pas. Je me suis jamais dit que je jouais Solveig. Je me suis dit que j'allais. Prendre le relais un peu de elle, mais que ça restait moi, et puis peu importe. Et l'essentiel, c'était de témoigner de la vie. N'est-ce pas? Et c'était ça le plus important. Voilà. Surtout l'histoire qui était arrivée à Solveig, qu'elle avait écrite avec Agnès de Sassy, dont j'ai suivi les cheminements. Parce que Solveig, quand même, faisait partie de ces réalisatrices qui avaient beaucoup de mal à monter leurs films. À chaque fois, c'était la croix à la bannière pour monter les films, ça faut le dire. Parce que maintenant, on dit Solveig, mais quand même, Solveig a fait partie de ces réalisatrices que n'ont presque jamais eu le CNC. Donc à chaque fois, on faisait des films à l'arrache. À chaque fois, il y avait tous les copains qui étaient là pour faire les films. Donc quand même, merci Solveig, quoi. Parce qu'elle disait,
quand on me refuse de montrer par la porte, moi je rentre par la fenêtre. Et bien quand même, bravo quoi. Voilà, ça montre l'acharnement. Par contre, je m'énerve, mais alors j'ai aucune raison de m'énerver. Mais parce que je me rappelle d'elle qui disait ça et je me disais, mais oui, c'est ça. Et le taper du pied aussi. Faire des films, c'est ça. Non, ça c'est. C'est la joue de la Fanny. comédienne. Ça, c'est Fanny qui tape les pieds. Ah, c'est vrai. Alors, Fanny, on a dit pourquoi il y avait potentiellement des réticences, mais on n'a pas dit pourquoi ce personnage vous touchait et pourquoi vous avez foncé tête baissée dans ce rôle aux côtés de Melville Poupeau. Parce que je pense toujours que la chose la plus importante du monde, c'est l'amour. Vous pouvez le redire en me regardant une deuxième fois? Oh, excuse-moi. Je m'égare. Donc, je trouvais que toute une histoire qui racontait cette attraction phénoménale entre un homme et une femme, et qui, contre vents et marées, contre tout peut-être le regard de la société, allait pouvoir quand même vivre. C'est pour ça que je vous disais que je l'avais lu en attendant avec anxiété la fin. J'avais très peur de la fin. Et la fin m'a réconcilié avec la vie. Donc, on ne refuse pas de raconter une histoire d'amour. Et alors, on n'a pas du tout peur, je dis ça par rapport à des articles bizarres que j'ai vus qui m'agacent, du coup, donc je prends la part d'agacement. On n'a pas du tout peur de la question de la crédibilité, ou de son image, ou de je sais pas quoi, parce que c'est quand même assez atypique dans le cadre du cinéma français de voir un couple, en l'occurrence, le couple présidentiel peut aussi être cité comme un élément d'évolution sociologique. Macron aura au moins apporté ça, mais il y a quand même peut-être une appréhension à se dire non mais quand même Melville, est-ce qu'on hésite sur précisément des enjeux de différence d'âge, enfin, on est tellement aux antipodes du cliché qu'on peut éventuellement avoir ce type de question. Non, ça m'a pas du tout. Je pense que c'est toujours les autres qui parlent de l'âge. Quand on est embarqué d'une façon irrésistible dans une histoire, on compte plus, on se jette. Donc, en fait, c'est comme une mise en abîme. Que pouvait penser le public? Que pouvait penser la société? Que pouvait penser la famille? Il fallait vivre cette histoire. Et on l'a vécu. Bravo. Ah, ça, je blaguais sur le fait que votre façon de prononcer le mot amour, mais dans le film, le mot que je préfère dans votre bouche, c'est le mot connard. Une façon très très belle et unique de prononcer ce mot dans ce film. Qui pose la première question? Je reviendrai après. Hein, ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, à un moment donné, dans le film, il y a un plan sur Fanny Ardant, où elle regarde sur son téléphone portable l'actrice Annie Girardot. Moi, au début, je croyais que c'était une référence au film Mourir d'aimer. Et après, dans le générique, j'ai vu que c'était un film de Claude Lelouch qui s'appelle... j'ai pas vu ce film, mais ça s'appelle... Cet homme qui plaît. Cet homme qui va me plaire. Un homme qui plaide, Claude. Voilà, un homme qui me plaît beaucoup. Et je voulais savoir pourquoi vous avez pris en référence ce film-là. Pourquoi j'ai fait référence à ce film? Oui. En fait, c'est un film que j'ai revu quand j'étais en préparation, qui était une des références, qui a fait partie des références que j'ai données d'ailleurs à mon équipe, parmi toutes les références que je leur ai données pour préparer le film, et qui est pour moi, entre autres cette scène, mais le film dans son ensemble, vraiment un film, déjà c'est un film sur une passion adultère, et qui raconte extrêmement bien l'attente amoureuse, les inquiétudes que suscite l'amour, les premiers émois. Voilà, et je trouve Annie Girardot absolument extraordinaire dans ce film-là, d'intensité, et en particulier dans cette scène où elle attend, c'est la fin du film, est-ce que Belmondo va arriver ou pas, sortir de l'avion ou pas? Je vous le dis pas. Si vous avez l'occasion de revoir le film, si vous voulez le film, si vous ne l'avez pas vu, franchement, ça vaut le détour. Et voilà, et je trouvais ça joli, cette mise en abîme de cette femme qui vient de vivre une histoire comme ça aussi intense et qui voit avec les deux générations qui la suivent, voilà, cet écho. Et du coup, on s'est amusé avec Fanny à rejouer, à jouer pour vous. Elle est en amont dans le film, mais à rejouer cette scène dans le café quand Shona attend Pierre à la gare de Lyon. Et Fanny a vu et revu la scène plusieurs fois pour faire les mêmes gestes qu'Annie Girardot. On a utilisé la musique de Francis Lay. Bon, c'est à la fois un écho au film et un hommage au cinéma de Claude Lelouch qui dans sa carrière a fait du bon et du moins bon, mais en tout cas qui était quand même un maître quand
quand ça des histoires d'amour pour moi. Et qui a eu la gentillesse de nous autoriser à utiliser l'extrait. Gracieusement. De toute façon, c'était ça ou rien, puisque j'avais pas les moyens d'acheter. Oui, parce que l'amour, c'est plus fort que la vie, vous le disiez. Ah ouais. Voilà, du bon et du moins bon. Merci. Pardon. Non, cela dit, pour en faire une autre private joke, la modalité d'insertion de cet extrait, moi, me fait penser à Mon oncle d'Amérique. Parce que, tu vois, tout à coup, on prend une actrice, en l'occurrence décédée, mais comme ça, devenue mythique, et on la met en parallèle avec un personnage tout à fait contemporain pour faire une espèce de résonance dans l'ensemble. Mais cela dit, je me suis pas dit au moment où on l'a fait, mais a posteriori, je trouve qu'il y a une correspondance entre Fanny et Gérardo qui est forte. Enfin, dans la manière dont Fanny a de s'impliquer, d'être entièrement dans son personnage, c'est même pas une histoire de personnage, c'est entièrement là quand elle tourne une scène. Et j'imagine que Gérardo était aussi entière. Des actrices, je crois, qui d'une certaine manière se ressemblent. Une autre question? Ouais. Pas plus près? Merci pour le film, qui est très beau. J'ai une question un petit peu anecdotique, mais c'est parce que l'amie, au tout début, l'amie du personnage de Fanny Ardant qui décède, elle s'appelle Mathilde. Et je voulais savoir si elle s'appelait Mathilde dans le scénario de Solveig Anspach, ou si c'est un prénom que vous lui avez choisi en écho à la femme de la côté. Il y avait... Je ne sais même plus si elle n'existait pas du tout, parce qu'il n'y avait pas... Non, ouais, elle n'existait pas. Excusez-moi, parce qu'en fait, du coup, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'il y avait dans le scénario de Solveig, et c'est un mélange d'écriture, on est 8 mains, quoi, pour avoir écrit le scénario, donc effectivement, le personnage n'existe pas, parce qu'il n'y avait pas de prologue dans le scénario de Solveig, c'était un homme et une femme qui se rencontrent en Irlande, donc, non. Et on pose parfois la question sur... parce que Mathilde, c'est le nom de Fanny Ardant dans La femme d'à côté, et on parle, encore une fois, c'est un hasard. Voilà. Je vais peut-être poser une question un petit peu stupide, je ne sais pas, mais j'ai pensé dans la semaine où j'avais pris des places là, à la chanson Les vieux Allemands de Brel. Est-ce que ça vous est venu à l'idée, quand je vois les jeunes Allemands, de faire une sorte de paradoxe par rapport à ça? De parallèle, Paradoxe. Oui, mais paradoxe, oui. Ah, vraiment de paradoxe. Alors je ne sais pas. Parce que c'est des jeunes Allemands, en fait. Oui, oui. Alors je me souviens d'avoir écouté la chanson. C'est la chanson des vieux Allemands. Oui, oui, la chanson des vieux Allemands. Je me souviens d'avoir écouté la chanson en préparation, mais je trouvais qu'elle correspondait pas au film que j'allais faire. Oui. Mais voilà. D'accord. Merci beaucoup donc pour la qualité de ce chef-d'œuvre. Moi, j'aurais juste une toute petite question, à savoir pourquoi, avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à lever la main. Alors, nous pouvons répondre. C'est une blague. En fait, vous avez vu dans le film que Pierre habite à Lyon. Eh bien, nous avons tourné à Lyon. Voilà. Et donc, c'est dans la région Rhône-Alpes. Allez-y. Il y a des dizaines d'années que je connais Fanny Ardant à l'écran, et je suis époustouflée de voir qu'elle n'a pas changé d'idée. La silhouette, l'expression du visage, le sourire, la gestuelle et la voix. Merci. Par ailleurs, je dis ça sans trahir de secret, parce que Karine répond ça à tous les entretiens. Parmi les raisons du choix de... Je me méfie maintenant des entretiens préalables. Mais parmi les raisons du choix de Fanny Ardant, il y avait quand même l'idée de quelle actrice française peut-on solliciter qui aurait autour de 70 ans et qui n'aurait pas du tout eu recours à la chirurgie esthétique. Là, vous avez tout dit. J'ai tout dit, ouais.
C'est ça. Bonsoir, je vous remercie tous d'être venus pour le public de Montreuil. Je voulais savoir, à la fois c'est pour Fanny Ardant et Karine, est-ce qu'il a été très difficile de jouer certaines scènes, des scènes très émouvantes, et est-ce que vous avez réussi à faire en une seule prise ce genre de scène? Parce que dans l'ensemble du film aussi, il y a des passages des passages drôles. Et ça, c'est peut-être difficile une fois qu'il y a un peu d'humour, de repartir sur ces sentiments et sur ces scènes très, très délicates. Voilà. Fanny, une scène douloureuse? Moi, j'ai toujours envie de pleurer. Donc, les scènes étaient écrites de telle façon que j'étais obligée de faire craquer le barrage, que c'était des scènes dans lesquelles il fallait être vrai, c'était des scènes dans lesquelles tout était mis en branle en soi. Que souvent, quand vous dites que tout d'un coup on peut faire des scènes où on est gai, où on rit, parce que finalement, c'est l'humour, un désespoir de cause, la légèreté qui suit. Donc moi je suivais l'acteur qui était Melville Poupeau. C'était en fonction de comment il jouait que je jouais. On ne danse pas bien tout seul. Non, moi, ce que je peux répondre, c'est... j'ai fait 4 films, c'est pas énorme, mais ça me donne une petite expérience. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, sur ce tournage particulièrement, j'avais des acteurs qui n'étaient en rien dans la fabrication. C'est-à-dire qu'ils étaient là quand ils étaient là, ils étaient dans la scène. Et donc pour moi, c'est pas pour un réalisateur, une actrice, c'est pas un béni. C'est-à-dire qu'on lance l'action et ils sont... Je sais pas comment dire, ils sont là, quoi, ils vivent la scène les uns avec les autres, en fonction l'un de l'autre, du coup, puisqu'ils sont à l'écoute, parce qu'il y a cette générosité-là, d'être curieux de ce que va donner l'autre, et de ne pas être sur soi. Donc, j'imagine que je crois que chaque instant pour eux, que ce soit des scènes de comédie ou des scènes fondamentalement dramatiques, si c'était des scènes un peu drôles, ils étaient heureux et joyeux, et si c'était des scènes dramatiques, ils étaient vraiment profondément tristes. Et c'est ça qu'il me fallait que je capte avec mon équipe. Mais c'est le propre de cette troupe de comédiens-là. Voilà. Sur ce film, en tout cas. Et moi, j'avais une petite question par rapport à la nuit qu'ils passent ensemble. Et à un moment donné, il y a un plan et on voit le monsieur qui est découvert. Pardon, j'entends. Oui. Après la première nuit qu'ils passent ensemble, on voit le monsieur qui est découvert et Fanny Ardant bien couvert, bien caché. Moi, j'ai été un peu frustré par cette scène-là. Parce que, en fait, je trouve que, comme dit Fanny Ardant, c'est l'amour qui compte. Alors, du coup, quelque part, et alors je pose ma question, si Fanny Ardant avait accepté d'être filmée nue, est-ce que vous auriez filmé nue? Ben, on ne refait pas les choses. On refait pas l'histoire. Non, mais pour répondre, j'ai essayé de répondre assez le plus sérieusement possible. Bonne chance. Non, mais en gros, moi, les scènes étaient écrites pour, en fait, Solveig, mais c'est pas rien, c'est-à-dire Solveig voulait assumer la nudité, elle, parce qu'elle considérait que si on n'assumait pas la nudité pour une femme de 70 ans, il y avait quelque chose d'hypocrite, puisqu'on filme facilement des scènes d'amour avec des femmes plus jeunes. Et du coup, dans la version que j'ai envoyée à Fanny, et c'est pour ça qu'elle avait cette réserve, il y avait des scènes d'amour où on disait, je ne sais plus comment c'est écrit, mais en gros, ça signifiait qu'on allait sans doute voir un certain nombre de choses. Après, moi, je suis plus pudique, sans doute, que Solveig. Donc, du coup, ça ne me mettait pas forcément hyper à l'aise, mais je voulais tenir ce truc-là. Et finalement, quand Fanny m'a dit non, moi, ça va s'arrêter là, quoi, je me suis dit, oh, super. Et voilà, c'est pour ça que j'ai réfléchi et que j'ai trouvé cette idée des femmes
dans le vestiaire. Et parce qu'elle m'a dit un truc qui m'a paru très juste aussi. Elle m'a dit, si vous montrez Fanny Ardant toute nue à l'écran, les gens vont sortir du film parce qu'on va dire, oh, elle est comme ça, Fanny Ardant toute nue. Là, là, là. Voilà. Donc en fait, c'était... Enfin, du coup, après... Et ben justement, du coup, vous avez hyper envie. Et ben, c'est bien. Voilà. C'est important la frustration dans le désir. Qui pose une autre question? Ouais. Oui, bonsoir. Alors déjà, bravo pour la direction d'acteur, parce que vraiment... Et le jeu aussi, des acteurs. Oui, mais j'allais dire, vraiment des acteurs et actrices qui jouent avec leur tripes, chacune, donc ça c'est vraiment super. Et j'avais une question pour Fanny Ardant par rapport à la complicité que vous avez eue à jouer avec Melville Poupeau. Et je crois que dans une interview, vous lui avez dit de prendre le pouvoir. Et je voulais savoir, en fait, quand on imagine Fanny Ardant, on imagine quelqu'un qui est très séductrice. Et du coup, comment vous avez en fait réussi à canaliser un peu ce côté ardent, flamboyant que vous avez dans les films? Et là, dans ce film-là, il fallait justement être un petit peu en dessous des rôles dans lesquels on a l'habitude de vous voir. Ouais. Je sais que souvent je fais peur. Donc, quand j'ai dit à Melville Poupeau avant les scènes d'amour, prenez le pouvoir, c'est que je lui disais, d'une certaine façon, n'ayez pas peur de moi. Et donc, pour le mettre à l'aise, parce que finalement, dans ces scènes, tout le monde est un peu dérouté, un peu... Comme justement, Karine disait toujours, Shona n'est pas une séductrice. C'est une femme comme ça, solitaire, indépendante, mais c'est pas tout ce courant qu'on a vu arriver de l'Amérique, vous savez, avec les femmes cougars qui pouvaient dire je veux celui-là, celui-là, celui-là. Non, c'était très différent. Donc c'était très important pour moi quand je lui ai dit prenez le pouvoir, qu'il puisse se sentir à l'aise et pas intimidé par moi qui était encore plus timide que lui. Puis il y a par ailleurs le rapport à son passé, parce qu'a priori, dans son passé, le rapport à son mari en particulier n'était pas totalement satisfaisant. Il y a ça comme background. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec Karine. Je pense qu'elle a eu d'autres hommes que son mari. Ah oui. Dans la Non, vie. mais là on est d'accord. Oui, donc elle est peut-être tombée sur un tocard, mais elle a eu d'autres hommes qui ne sont pas tous été des nuls. Non, Mais j'ai jamais dit ça. voilà. Non, on pense qu'il y a eu son mari, et puis tout d'un coup, il y a eu Melville. Non. Je pense que ça a été une femme libre et indépendante, qui a travaillé, qui a eu peur de rien, qui peut rester des mois entiers au bord de la mer d'Irlande sans avoir une vie mondaine et sociale. Et que cette attraction phénoménale qu'elle a eue pour cet homme, ça a commencé de âme à âme, et que le corps est venu, que ce n'était pas une attraction sexuelle. Et que je pense Shona, elle a toujours aimé les hommes. D'autres questions? Ouais. J'arrive. J'en pose une en venant. Et moi, j'aime bien qu'on parle un tout petit peu du côté bigger than life, de la mise en scène, pour le coup. Parce que le film est quand même vraiment un mélodrame, au sens du genre cinématographique. Et du coup, il assume un certain nombre de codes du mélo. Je pense à La Nuit américaine, pour le coup. Mais aussi au format, à la chaleur de l'image, enfin... Et puis il y a un élément aussi, j'en dis ça comme ça, mais qui est le travail sur l'eau, qui est extrêmement présent dans tout le film. Par exemple, j'ai remarqué un truc très très beau, c'est que l'eau favorise le passage du vouvoiement au tutoiement. Oui, c'est vrai, la pluie. Ouais. Et en fait, cette pluie-là va ensuite résonner avec la pluie sous laquelle Melville attend, et cette formidable déclaration de si tu m'aimes, tu pars. Enfin, c'est beaucoup mieux écrit que ça.
Sauf que cet élément liquide, il va aussi se retrouver dans la baignoire, dans laquelle elle risque de se noyer. Il se retrouve évidemment dans la piscine. Enfin, c'est un élément très structurant, par exemple, du récit. Voilà. Comment vous avez travaillé pour donner cette dimension à la fois visuelle, mais aussi avec des sentiments plus grands, avec des émotions plus fortes? Voilà. Et quels étaient les partis pris sur ces enjeux? J'avais quelques références qui sont venues tout au long de l'écriture, qui sont des références filmiques. Donc, je parlais tout à l'heure du film de Lelouch, mais il y avait beaucoup pour l'Irlande, entre autres La fille de Ryan de David Lean aussi, parce que c'est un récit d'émancipation, d'éveil à la sexualité, à la sensualité. C'est un film en scope avec des nuits américaines, c'est vraiment un film de cinéma. Mes autres références, c'était Bleu de Kieslowski, pour le mélange, justement on parle de clair-obscur, de ce film qui mélange vraiment en permanence la mort et l'amour, enfin qui est vraiment... Bergman, pas mal. Voilà, pour la manière dont il a de filmer les visages, les gros plans. Sonate d'automne, bien sûr, qui est, je crois, un de mes préférés. Bref, j'avais quelques références, des références musicales aussi que j'ai données à la fois aux acteurs, aux techniciens, à tous les gens de l'équipe. En fait, tout le monde avait accès à mes références. Voilà, ensuite, ce dont vous parlez sur l'eau, c'est plein d'inspiration. C'est-à-dire, c'est pas tout d'un coup, je me suis dit, je vais mettre de l'eau partout dans le film, et l'eau va créer de la connexion, comme elle crée de la connexion, comme l'eau fait passer le courant, quoi. Mais au fond, peut-être qu'il y a de ça, mais c'est assez inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est réalisateur, parfois, vous, spectateurs, vous pouvez nous faire passer pour plus intelligents qu'on est. Mais en fait, par chance, notre inconscient travaille. Et donc, du coup, vous me dites ça, je me dis, ah ouais, dis donc, je suis intelligent, j'ai de l'eau partout et tout ça, mais en fait, j'ai pas pensé comme ça. C'est vrai que la pluie au cinéma, c'est quelque chose, mais parce que j'adore Claude Sauté, parce que j'adore Woody Allen, et que c'est un accélérateur. Alors, quand il y a du drame ou de la joie, on met de la pluie, et puis ça renforce le drame et de la joie. Et la scène de la baignoire, en l'occurrence, elle était dans le scénario de Solveig. C'était vraiment une des scènes qui est restée. Voilà. Et puis c'est vrai que cette idée du mélodrame, c'est un film très musical. C'est venu aussi beaucoup au montage. On a renforcé ce qui était déjà là au tournage, mais d'assumer le côté très musical du film. Oui, c'est vrai que c'est peut-être le film dans lequel je rends le plus hommage à ce que j'aime le plus que tout, c'est-à-dire le cinéma. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour minimiser mon travail, mais il y a beaucoup de choses qui... Enfin, je peux pas dire en amont, une fois qu'on a un scénario, je peux pas dire j'ai rêvé de ce film-là. En fait, ça se fait petit à petit, puis ça s'ajoute, et puis c'est le regard des autres, aussi bien des acteurs, des techniciens, qui fait que ça devient ce truc, quoi, qui m'appartient et qui m'appartient pas complètement, et puis qui vous appartient maintenant complètement en plus. Donc, voilà. Merci. Alors, c'est une très petite chose. D'abord, merci beaucoup. Et moi, j'ai une très petite question. C'est une phrase particulière dans cette scène de la baignoire, donc peut-être vous venez de répondre. La phrase que dit Mathilde Poutou, il dit Mathilde m'avait dit que vous étiez un de ces êtres flamboyants qui traversent la vie sur la pointe des pieds. Je la trouve absolument émouvante. Je trouve que ça résume très bien, plus que ce seul personnage. Et je me demandais si c'était de Solveig Alpart, ou si c'était vous, ou si ça vient d'ailleurs. Non, alors ça vient de la troisième personne qui a participé à l'écriture du scénario. Enfin non, la quatrième, du coup, après Solveig. J'ai fait intervenir sur le film, on a fait intervenir Raphaël Moussafir, qui avait coécrit avec moi Du vent dans mes mollets et Au témoin d'un doute, et qui a un sens du dialogue exceptionnel, et qui est venu, comme on peut dire, le script docteur, enfin, qui a participé à la fin, enfin en milieu d'écriture plus ou moins. Et il y a deux phrases qui sont d'elle, et dont tout le monde parle, donc ça peut dire qu'elle a le sens de la métaphore et de la réplique, donc c'est celle-là, et puis l'air qu'on respire encore ensemble, c'est elle. Voilà. Il revient deux fois d'ailleurs. Oui, alors c'est moi qui ai eu l'idée ensuite de le remettre à la fin, mais c'est quand même elle qui l'a pondu pour le début. Voilà. Oui, je sais, mais elle récolte. Et donc tu dis par ailleurs de cette phrase-là qu'elle résonne quand même assez différemment à cause du Covid. Et en fait, c'est assez saisissant de... Ah bah oui, et tout ce film résonne différemment. Enfin, quand on a été arrêté donc en préparation du film,
ça m'a paru encore plus important de raconter cette histoire. Tout d'un coup, une femme âgée est embrassée, enlacée, alors qu'on disait, surtout au premier confinement, à toutes les personnes âgées, restez chez vous et vivez pas le peu de temps qu'il vous reste. S'il vous reste peu de temps à vivre, surtout vivez le cloîtré chez vous sans voir personne. Voilà. Ça donnait encore plus envie de le faire. On devait tourner en avril 2020, et on a tourné en septembre 2020, c'est-à-dire juste avant le deuxième confinement. D'ailleurs, à la fin du tournage à Lyon, ça a été chaud quand même. Et juste avant le deuxième confinement, on a arrêté juste avant et le Covid était là, était partout. Est-ce que je peux profiter pour dire que j'ai vu le film, évidemment, forcément pas mal de fois, et il y a une scène que je reverrai toujours avec la même émotion, et je profite qu'elle soit là toutes les deux, c'est la scène Maman, t'as rencontré quelqu'un. Je trouve qu'il y a deux actrices exceptionnelles, alors elles sont là toutes les deux ce soir, et magnifiquement mise en scène et magnifiquement jouée, et je trouve qu'elle donne au film une force incroyable. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur la question de la maladie. Il y a énormément... Tout le monde est malade, en fait. Presque tout le monde est malade. Même la jeune... leur fille aînée est malade. Et ce que je trouve incroyable et que je n'explique pas bien, c'est qu'en fait, ça ne plombe pas. Et qu'on a presque l'impression que lui, même ça donne un rapport au corps, une possibilité du rapport au corps, et à tous les corps, et à des corps qui sont partis. Et je me demande si c'est une chose que vous avez abordée, enfin que vous avez posé la question directement, que ça s'est trouvé comme ça. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a un film dans lequel il y a autant, on parle autant de la maladie, ne soit pas plus anxiogène et au contraire donne entre les corps, une possibilité comme ça de rencontre des corps. Ce qui est sûr, c'est dans le projet de Solveig, il y avait Parkinson, puisque la maman de Solveig était atteinte de la maladie, donc c'était quelque chose qui était inhérent, enfin, qui était vraiment dans le scénario originel. Comme le prologue, on l'a inventé, il n'y avait pas cette femme malade qui meurt au début, et le papillomavirus non plus. Mais je pense, alors peut-être que c'est lié inconsciemment, pour nous aussi, dans l'écriture, au fait que j'ai hérité de ce scénario de quelqu'un qui a été malade, enfin, mais qui était jusqu'au bout, pour ceux qui ont connu Solveig, qui était vivante jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire qui était... et qu'est-ce que dit le film? Tant qu'on est en vie, on est en vie, quoi, jusqu'au bout. Et puis après, dramaturgiquement, j'ai envie de dire, c'est sûr, enfin, on vit chacun au quotidien. Quand on va bien, bon, ok, très bien. Puis dès qu'on est un tout petit peu malade, tout d'un coup, on s'accroche. On se dit que c'est formidable quand on ne l'est pas. Donc forcément, ça intensifie. La maladie de Parkinson, en l'occurrence dans le film, je ne dis pas que c'était quelque chose de... Est-ce que c'était nécessaire? Je dis que c'est juste dramaturgiquement, ça aussi, c'est un accélérateur, c'est une métaphore ou ça raconte quelque chose de l'âge de Shona et ça accélère l'histoire. Tout d'un coup, ça lui donne un petit accélérateur. Voilà, j'ai pas théorisé là-dessus non plus. Hein, Une autre question? Et puis en l'occurrence, pardon, pour finir, c'est aussi beaucoup un film sur des gens qui se réparent les uns les autres. Donc il y a de la mort naît l'amour, de la mort même de l'enfant, naît une reconstruction, quelqu'un qui va mal, on lui rend, je veux dire, même le personnage de Cécile de France qui à la fin rend l'appareil à son mari, qui l'a soutenu pendant toutes ces années, enfin voilà, c'est aussi ça. Merci beaucoup pour ce magnifique film qui nous a fait passer un moment extraordinaire par le jeu des acteurs et cette superbe histoire. Et moi, j'ai été très touchée par les relations mère-fille, que je trouve ces relations mère-fille extrêmement chaleureuses. Et on voit, il y a comme une inversion des rôles lorsque
lorsque Mathilde, là, on sent quand elle commence à craquer, sa fille devient un peu comme sa mère. C'est elle qui devient un peu la mère et Mathilde devient... Cécilia, oui. Shona Cécilia. Shona devient extrêmement... presque comme une enfant, quoi. Il y a une sorte de régression, un état où elle se laisse aller, elle se laisse... Et elle ne peut pas faire autrement, ça. C'est extrêmement puissant. Et dans l'autre couple, c'est la fille qui, tout d'un coup, c'est une adolescente, elle s'assume pour aller avec sa problématique de maladie, enfin de problèmes gynécologiques, et elle demande à sa mère, à ce moment-là, elle la remet dans la place de mère, elle qui a été aussi très très ébranlée, on voit cette crise terrible là qui se passe dans le couple. Et voilà, et ça, j'étais très touchée de cette dimension relation mère-fille, d'une extrême douceur et chaleur. Voilà, c'est très très beau. Merci. Oui, merci. Merci aussi pour ce film. J'ai une petite question. J'aurais voulu savoir de qui est le texte qui est lu par Fanny Ardant dans Sa vie noire. C'est un extrait du journal de Sylvia Plath, journal intime de Sylvia Plath. Il y a un livre de Claude Ponty aussi dans le film. Oui, Claude Ponty, c'est mon Dieu. C'est vrai. Je raconte à ma fille. Enfin bref, voilà. Parce que moi, L'arbre sans fin, parce que c'est le titre, je me suis demandé si par ailleurs il n'y avait pas un rapport aussi avec l'arbre généalogique sans fin. Parce que pour le coup, de toute façon, Claude Ponty, c'est un monde. Toutes les interprétations sont possibles. Puis ça parle, c'est le début de l'histoire raconte la mort d'une grand-mère en l'occurrence. Ouais. Et le chagrin. C'est l'histoire d'un deuil. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous parler de maltraitance faite aux fleurs. Vous êtes fleuriste? Non, mais c'est vrai, elles jettent un bouquet, elles se battent. Même la plante verte de votre petite fille, elle s'en débarrasse, comme ça, elle le file à son mec, elle va larguer après. Pourquoi tant de haine? Vous n'avez rien à dire. Non mais pareil, c'est ça qui est génial, c'est que vous faites des connexions. On les a faites a posteriori, mais le moment où on a écrit la scène des roses, on l'a écrit peut-être à 2 mois de la scène des tulipes. Et puis un jour, on nous dit « Ah, c'est drôle, des roses et des tulipes ». On fait « Ah ouais, ça en parle ». Il y a un truc avec les femmes, les fleurs. Par ras-le-bol qu'on nous offre des fleurs. Moi, on avait un bouquet pour la sortie, merci. C'est pas vrai. Qui pose la petite dernière? Ah ouais, mais alors là, mon cœur est partagé parce que je vais commencer par au fond, puis je vais tricher un peu. Hein. Il faut que la main se relève parce que j'ai pas vu jusqu'au bout. Oui, oui. Bravo. Bonsoir. Alors, c'était pas vraiment une question, mais c'était pour vous remercier tout particulièrement pour ce film, qui est très émouvant. Et je reviens à la question qu'avait posée cette personne sur le côté anxiogène qu'il pouvait y avoir dans ce film. Et c'est exactement ce que vous dites. Et on le perçoit dans toutes les relations entre ces trois étapes de la femme, 3 ou 4 étapes de la femme, c'est qu'il y a de l'amour partout, en fait. Et donc, toutes les situations ne sont là que pour montrer quelque part le seul antidote qui est l'amour. Donc, voilà, c'était très émouvant, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et les 2 dernières. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai tellement adoré ce film, tellement été émue par ce film que je suis venue ce matin, à midi, et puis voilà, et puis je suis revenue ce soir. Voilà. Je crois que vous méritez qu'on vous offre des fleurs.
difficile de faire mieux comme conclusion, mais j'ai promis de donner le micro au deuxième rang, je suis désolé. Madame va falloir être performante. Là. Il y a une phrase qui m'a marquée lors de face. au début de la rencontre entre les deux amants, c'est quand Fanny dit il y a longtemps que j'ai pas fait l'amour. Vous lui confirmez là-dessus. Je vois pas mieux. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous. À lundi pour la question Jeanne d'Arc et à mardi pour la belle famille avec Fabien Gorgard.